Un amateur d'architecture qui de nos jours veut se faire construire une demeure de pur style japonais se prépare bien des déboires avec l'installation de l'électricité, du gaz et de l'eau. Et n'eût-on soi-même fait l'expérience de construire, il suffit d'entrer dans une salle de maison de rendez-vous, de restaurant ou d'auberge, pour se rendre compte des efforts qu'il aura fallu déployer pour intégrer harmonieusement ces dispositifs dans une pièce de style japonais. À moins que l'on ne soit de ces amateurs de thé qui, dans leur suffisance, traitent par le mépris les bienfaits de la civilisation scientifique et qui établissent leur chaumière au fond de quelques campagnes reculées, dès lors que l'on est à la tête d'une famille d'une certaine importance et que l'on habite la ville, je ne vois pas pourquoi l'on tournerait le dos sous prétexte que l'on veut sa maison aussi japonaise que possible, aux calorifères, aux luminaires, aux installations sanitaires, toutes choses inséparables de la vie moderne. Bien entendu, un homme tant soit peu méticuleux se torturera les méninges pour la moindre chose. Le téléphone par exemple, qu'il reléguera sous un escalier, ou dans un coin de couloir, là où il risque le moins d'attirer l'œil. Il fera enterrer les fils électriques dans la traversée du jardin, dissimuler les commutateurs dans les placards, sous les étagères, courir les lignes intérieures à l'ombre de paravents, de telle sorte qu'il arrive parfois qu'au terme de tant d'ingéniosité l'on éprouve quelque agacement devant cet excès d'artifice. Une lampe électrique est désormais chose familière à nos yeux. Alors pourquoi ces demi-mesures au lieu de laisser tout bonnement l'ampoule à nu, munie d'un banal abat-jour en verre mince et laiteux, qui donnera l'impression du naturel et de la simplicité. Il m'est arrivé le soir, en regardant la campagne par la fenêtre d'un train, d'apercevoir, à l'ombre des chaudis d'une maison de paysan, une ampoule qui brillait solitaire sous un de ces minces abat-jours désuets, et de trouver cela d'un goût exquis. Quand on parle de littérature japonaise, s'il y a bien un titre familier à tout le monde, c'est Éloge de l'ombre. Dans cet essai publié en 1933, Tanizaki Junichiro décrit l'esthétique japonaise comme baignée de pénombre. Dans leur forme traditionnelle, aussi bien l'architecture que les pièces de théâtre, la nourriture ou encore l'habillement posséderaient une profondeur mystérieuse, en totale opposition avec le clinquant de l'Occident et de la modernité. Lorsque ce livre arrive en France en 1978, il a une énorme influence sur la manière dont le Japon est perçu. Les lecteurs sont fascinés par les descriptions et envoûtés par la plume. Cette plume, c'est celle de René Sieffert, un nom connu de tous ceux qui ont fait des études japonaises. Ce monsieur était professeur et même président de l'INALCO. Il a traduit des œuvres incontournables de la littérature japonaise comme le dit du Genji, les contes de pluie et de lune, les belles endormies. En plus d'être un éminent japonologue, Sieffert possédait une maîtrise remarquable de la langue française. Quel que soit le texte, son style ne passe décidément pas inaperçu. Autant dire qu'en 2017, la sortie d'une nouvelle traduction de Inaïla-san, c'est-à-dire Éloge de l'ombre, a suscité beaucoup de curiosité et aussi un peu de scepticisme. Un esthète qui souhaite se faire construire de nos jours une maison dans le plus pur style japonais aura bien du mal à caser les systèmes de gaz, d'électricité et d'eau courante, et devra se casser la tête pour harmoniser ses installations avec un intérieur traditionnel. Nul besoin d'avoir soi-même fait construire, il n'est que de pénétrer dans une maison de rendez-vous, un restaurant ou une auberge pour le constater. Sauf à considérer les bienfaits de la civilisation scientifique avec le dédain du maître de thé qui se plaît à trouver refuge dans une hutte de branchage en un coin de campagne reculé, que vous le vouliez ou non, si vous vivez en ville et à des charges de famille, votre exigence du style japonais authentique n'ira pas jusqu'à vous faire refuser le chauffage, l'éclairage et les impératifs commodités de l'hygiène moderne. Résultat, le plus maniaque se torturera l'esprit avant de se décider à faire installer le téléphone, mais finira, quoi qu'il en est, par chercher où poser l'appareil sans heurter la vue. Sous l'escalier en échelle? Dans un angle du couloir? Enterrer les câbles principaux? Cacher les interrupteurs dans le grand placard mural? Ou dans le petit du bas? Dissimuler les câbles volants derrière un paravent? Ou pire encore, à vouloir faire trop subtil une fois la ressource de son imagination épuisée. Maintenant que nos yeux sont habitués à l'éclairage électrique, il me semble par exemple préférable de laisser l'ampoule nue sous un simple abat-jour de verre opaque, plutôt que de se lancer dans des tentatives hasardeuses. Quand, au crépuscule, j'aperçois de la fenêtre du train la lumière d'une simple ampoule sous un abat-jour de verre presque plat, qui semble déjà d'un autre âge, derrière l'écran de papier coulissant d'une maison paysanne chapeautée de joncs, au milieu d'un paysage campagnard, je me prends même à trouver cela élégant. La nouvelle traduction a pour titre Louange de l'ombre. On la doit à Ryoko Sekiguchi et Patrick Honoré. Vous n'avez aucune inquiétude à vous faire, elle est très bonne. Par contre, oui, c'est vrai, elle est différente. Même si le style reste très élégant, vous avez peut-être senti plus de légèreté. Chez Ryoko et Patrick, on n'installe pas l'électricité, on la case là où on peut. On ne parle pas de chaumière, mais de hutte de branchage. Un homme tant soit peu méticuleux devient un maniaque. Il y a de bonnes raisons derrière ces changements. On en parle tout de suite.
depuis de nombreuses années déjà, plusieurs personnes savaient que la traduction de 1978 était, disons, discutable. Les choix fondamentaux derrière la traduction de René Siffert étaient pour le moins radicaux et partaient de choix stratégiques qui dépassaient la question de la traduction au sens strict. Maintenant que la traduction de Siffert avait fait son travail, et peut-être au-delà de même ce qu'il avait envisagé, il se disait parmi les traducteurs du japonais qu'il était temps de traduire ce texte pour ce qu'il était réellement, c'est-à-dire en fait quelque chose de beaucoup plus modeste que ce que les lecteurs français avaient cru comprendre de ce texte ou avaient découvert de ce texte au vu de la traduction de Siffert. Le problème est que personne ne voulait vraiment s'y mettre. Entre autres parce qu'il est toujours délicat de dire qu'un texte que tout le monde considère comme un sommet de la littérature mondiale est en réalité quelque chose de plus modeste. Et modeste, quand je dis modeste, je ne veux pas du tout dire négligeable ou de peu d'importance, mais simplement, les habits de Tanizaki ne sont pas ceux que lui avait taillés Siffert. Mais toucher à l'éloge de l'ombre, c'était à coup sûr se mettre beaucoup de lecteurs à dos. Un autre point qui retenait les autres traducteurs de retraduire Imie venait de ce qu'ils se sentaient liés par un respect au-delà de la mort aux premiers traducteurs, dont beaucoup avaient été les élèves ou les doctorants. Moi, je n'ai pas appris le japonais en France. Donc je n'étais pas pieds et poings liés devant cette traduction et surtout devant la figure de ce traducteur. Et mon respect tout à fait réel pour lui ne me rend pas muet ni manchot. Pour refaire cette traduction qui était devenue une icône, il fallait un iconoclaste. Ce fut moi. Je ne dis pas que je me suis dévoué pour les autres, mais je pense que certains traducteurs se sont sentis soulagés que je le fasse à leur place. Pourquoi l'avoir fait juste à ce moment-là ? Aussi, une autre considération, c'est le fait que Tanizaki venait de passer dans le domaine public. Ryoko Sekiguchi a pris l'initiative de cette traduction avec l'idée que ce texte serait le premier d'une série de traductions de Tanizaki, de livres toujours inédits en français. Tanizaki est le seul écrivain japonais dont l'œuvre est publiée dans la collection de la Pléiade, mais les œuvres complètes de Tanizaki ne sont pas condensées dans ces 2 volumes de la Pléiade. Les œuvres complètes de Tanizaki en japonais, c'est 18 volumes, enfin c'est un truc énorme. Bon, il y a des œuvres aussi qui sont pas terminées, enfin bon, il y a des ébauches, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement traduisibles ou publiables en français, mais en tout cas, il existe encore des textes de Tanizaki qui ne sont pas dans les 2 volumes de la Pléiade, qui n'ont jamais été traduits ou publiés en français, et qui méritent de l'être. Et donc, le fait que Tanizaki soit dans le domaine public, ça libérait certaines opportunités, on va dire, et, tant qu'à faire, commencer par une retraduction de Imie, c'était une bonne idée. Philippe Piquet s'est tout de suite montré enthousiaste par le projet, et je sais par ailleurs que c'est un texte important pour lui, à titre personnel, dans sa vocation d'éditeur, mais bon, je ne vais pas parler à sa place à ce propos. Alors, à quel public s'adressait cette retraduction ? La question du public visé est une question de marketing, d'abord. À qui on va vendre ce livre ? Le marketing relève de la compétence de l'éditeur et de sa responsabilité. Ce n'est pas au traducteur de penser marketing à sa place. Ce qui ne veut pas dire que le traducteur ne se préoccupe pas de la question du ou des lecteurs idéaux ou des lecteurs potentiels du texte qu'il traduit. La question du lecteur idéal d'une traduction est une autre question. Ce n'est pas une question de marketing et en tout cas, la question ne se pose pas en termes de cible d'un livre. Pour aller vite, le lecteur idéal qui participait dans ma tête à moi, à mes négociations de traduction, c'était, on va dire, un lecteur francophone de 2017. C'est donc déjà un lecteur qui était peut-être allé au Japon déjà. Ou même s'il n'y était pas allé personnellement, il pouvait connaître quelqu'un qui y était allé. Ou il pouvait, dans tous les cas, y aller n'importe quand. Je veux dire, il suffisait de prendre l'avion. Bon, un billet d'avion, c'est pas gratuit, on est d'accord. Mais justement, parlons des choses concrètes. C'était combien un billet d'avion en 2017 ? Un aller-retour pour Paris-Tokyo,
je vais dire, c'était autour de 800 euros. Ce qui fait, à la louche, un demi-mois de SMIC. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, mais imaginez ce que c'était le prix d'un voyage aller-retour en 1978, c'est-à-dire à l'époque de la traduction de Cipher. C'est pas du tout c'était beaucoup plus qu'un mois de SMIC, j'en sais rien, je sais pas combien c'était, mais ce qui est sûr, c'était qu'il n'y avait même pas de vol direct. La route sibérienne s'est ouverte dans les années 80, pas plus tôt. Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la proximité du Japon pour un lecteur français francophone moyen n'était pas du tout la même qu'en 1978. Par exemple, sans parler d'aller sur place, en 2017, tout le monde, plus ou moins, avait déjà vu des films japonais au cinéma ou à la télé, ou on savait évidemment ce que c'était qu'un manga, on avait vu des dessins animés japonais, ou bien même si on ne s'intéressait absolument pas au manga, ou ni à la littérature, ni au cinéma, on avait peut-être une voiture japonaise, ou un jeu vidéo, où on avait déjà mangé du sushi dans un restaurant, alors qu'en 1978, la connaissance que le public français pouvait avoir du Japon est totalement différente et beaucoup plus éloignée en fait. Et plus que tout ça, en 1977, par définition, Éloge de l'ombre, donc la traduction de ce texte par Cipher, n'existait pas, ni en français, ni dans aucune langue occidentale. Donc en 2017, inversement, vous ne pouviez pas vous prétendre, on va dire, ni artiste, ni écrivain, ni architecte, ni seulement cultivé en France et dans les pays francophones si vous n'aviez jamais entendu parler de ce livre. Je ne dis pas que tout le monde l'a lu, mais vous en aviez entendu parler si vous aviez un minimum de culture générale, on va dire. Bref, ce n'était pas du tout le même lecteur idéal que celui de Cipher. Le Japon, en 1978, était un pays très lointain pour un francophone moyen. En 2017, les distances symboliques s'étaient nettement rétrécies. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de distorsion sur la connaissance du Japon réel. La question n'est pas de savoir si on avait une connaissance objective du Japon, mais en tout cas, on avait une image, donc un certain bagage pour aborder un texte comme celui-ci. Et certaines de ces distorsions, il faut le dire, provenaient justement de l'image qu'avait créée la traduction d'Éloge de l'ombre, celle de 78. Alors, évidemment, tout le monde nous a demandé pourquoi on avait choisi ce titre. Louange de l'ombre. Il y a une chose à laquelle personne ne pense, qui est une question objective de droit d'auteur. Le texte original de Tanizaki était dans le domaine public, oui, mais la traduction de René Cipher, elle n'est pas du tout dans le domaine public. Vous avez bien le droit de faire une nouvelle traduction du texte original si vous voulez, mais le titre en français, L'éloge de l'ombre, n'est pas disponible. Et c'est tout. Bon, il y a aussi d'autres raisons. Par exemple, Daisan. Le titre original, c'est Inye Daisan. Daisan en japonais, ça veut dire quoi? Ça veut dire éloge ou bien louange? Ou bien eulogie, ou dithyrambe, ou apologie, exaltation, célébration. Lequel est le plus correct? Je pose une question, mais ce n'est pas la peine d'y réfléchir, la question est complètement idiote. Et si beaucoup de gens nous ont demandé pourquoi nous avions choisi ce titre, ce n'est pas à cause du sens du mot, c'est juste parce que tout le monde connaît le titre Éloge de l'ombre et qu'au niveau des sonorités du rythme, c'est un titre parfait. Louange de l'ombre, c'est un titre qui gêne personne. Il gêne les lecteurs parce qu'il y a déjà quelque chose qui s'appelle Éloge de l'ombre et qui, il faut être honnête, c'est vrai, est un titre parfait. Louange de l'ombre, en comparaison, est sans doute un titre moins parfait. Surtout, il est difficile de l'imposer contre un titre plus parfait qui a déjà conquis la mémoire collective. Mais moi, personnellement, je pense que c'est très bien comme ça. D'ailleurs, c'était le choix de Philippe Piquet de publier sous un autre titre, aussi par respect envers le premier traducteur. Ce titre imparfait, Louange de l'ombre, c'est la marque de notre respect envers René Cipher. Je me souviens aussi que quand nous avons discuté du titre avec Ryoko Sekiguchi, la question était surtout de savoir si Inye, c'était l'ombre, ou le clair-obscur, ou la pénombre, etc. Nous aurions pu choisir de traduire Éloge de la pénombre. Choisir comme titre Éloge de la pénombre, c'était franchement une déclaration de guerre contre la traduction de Cipher, comme si nous disions la première traduction est fautive sur le sens des mots, ce qui n'était pas notre attitude, ce qui n'était pas ce que nous voulions faire. Alors on me demande souvent aussi, est-ce que j'ai consulté, est-ce que j'ai relu, est-ce que j'ai travaillé avec la traduction de Cipher, Éloge de l'ombre, ouverte devant moi pendant que je faisais cette retraduction? Mais surtout pas.
Surtout pas. La traduction de Cipher, je l'avais lue quand j'étais étudiant, c'est-à-dire 30 ans avant ou plus. Mais évidemment, je ne l'ai pas relue avant ni pendant mon travail. Il s'agissait de traduire le texte de Tanizaki, pas de corriger le texte de Cipher, on est d'accord? Bon, évidemment, je l'ai relu après. Et la traduction de Cipher, disons-le objectivement, elle est absolument magnifique. Elle est un peu loin de Tanizaki, mais magnifique, sublime, forcément sublime. Cipher a parfois des tournures qui coulent vraiment toutes seules. Difficile de faire le poids. Je pense à ce passage. Nous oublions ce qui nous est invisible. Nous tenons pour inexistant ce qui ne se voit point. Celui qui à tout prix voudrait voir cette laideur ne réussirait qu'à détruire toute beauté, de même que si l'on braquait une lampe de 100 bougies sur le tokonoma d'un pavillon de thé. Maintenant, je vous lis la version de Patrick et Lyoko. Nous ne pensons pas à ce qui ne se voit pas, mais nous faisons comme si ce qui ne se voyait pas n'existait pas. Et celui qui insiste pour voir cette laideur, comme celui qui braque une lampe électrique de forte puissance sur le tokonoma de la pièce pour la cérémonie du thé, chasse par son geste la beauté qui se trouvait là. En gardant la disparition de la beauté pour la fin, cette dernière version met l'accent dessus, comme dans l'original. Elle corrige aussi les imprécisions de Cipher. Il a cette expression étrange, la lampe de 100 bougies, parce qu'il traduit littéralement le mot hyakushoko. En fait, shoko, c'est tout simplement le candela, une ancienne unité de mesure de l'intensité lumineuse. À l'époque, on n'utilisait pas encore les watts. Mais une part de moi ne peut pas s'empêcher de se demander si, par hasard, Cipher n'aurait pas commis cette erreur volontairement, parce que l'image des bougies est tellement plus romantique. Ça lui permet en plus une économie de mots qui rend l'ensemble léger, aéré. Le rythme est incroyablement fluide. Il va jusqu'à glisser dans son texte une musicalité particulière en faisant rimer beauté et pavillon de thé. La façon de travailler avec Ryoko Sekiguchi a été assez standard, si j'ai bonne mémoire. Ryoko a fait un premier jet, je l'ai relu, elle a relu ma révision et ainsi de suite. Nous avons fait plusieurs allers-retours. Et en même temps, nous avons eu aussi des discussions sur des points de détail ou sur des dynamiques générales. Par exemple, nous étions tout de suite d'accord pour la dernière phrase. C'est bien éteignez la lumière, c'est-à-dire une adresse au lecteur, et non pas une première personne de l'auteur comme l'avait traduit Cipher. Sur le dernier mot du texte, je crois qu'on était d'accord absolument. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Tanizaki a écrit Ingen Daisan comme une série d'articles pour un magazine. Donc le ton est assez léger, libre, comme s'il parlait avec un lecteur dans un fauteuil, en se permettant des paradoxes faciles, des jugements de valeur un peu courts, parce qu'il sait que son lecteur va acquiescer du menton, il se permet des effets d'esbrouf, comme un monsieur qui veut faire briller son intelligence devant un interlocuteur qui ne demande pas mieux. C'est ce ton-là que nous avons essayé de reconstruire. Et c'était pas simple. Parce que d'abord, au Japon, personne ne va demander à Tanizaki si ce qu'il dit est vrai, surtout concernant ses idées sur l'Occident. Alors qu'ici, on peut se poser des questions en fait. Est-ce vrai qu'en Occident, nous cherchons à supprimer le moindre recoin d'ombre? Je ne sais pas vous, mais moi, il suffit que j'aille dans le métro à Paris, connaissant le métro de Tokyo surtout, pour me dire que c'est plutôt le contraire, non? Le métro de Tokyo est hyper lumineux, alors que le métro de Paris, c'est maussade, c'est plein d'ombre, de recoins noirs. C'est le contraire de ce que dit Tanizaki, ce qui ne veut pas dire que Tanizaki se trompe. Simplement, son objectif quand il écrit ce texte, c'est pas de démontrer la vérité ultime de l'esthétique japonaise, ni même occidentale. C'est plutôt de faire apparaître la nostalgie d'un temps qui, en 1933, au moment où il écrit le texte, était déjà du passé. La difficulté était effectivement de rendre ce ton audible pour un lecteur francophone, qui lui n'a pas spontanément une attitude de complicité avec l'auteur, mais au mieux d'attente, ayant entendu parler, ayant peut-être lu Éloge de l'ombre traduit par René Cipher, la position de base du lecteur français était au mieux une sorte d'attente d'un enseignement d'un maître de l'esthétique japonaise. Et dans notre traduction, le narrateur bouscule un peu le lecteur. Il lui donne gentiment des coups de coude, alors qu'en japonais, le lecteur et le narrateur sont dès le départ des supporters de la même équipe. Et le narrateur tient le lecteur paternellement par le coude pour le conduire là où il veut. Mais c'était ça. Ou alors laisser le lecteur francophone dans une attitude de respect quasi religieux devant la parole d'un grand maître qui n'est pas dans l'original. Peut-être, un jour, d'autres traducteurs feront mieux. Mais je crois que notre traduction a déjà au moins
dépoussiérer le piano. Les difficultés du texte du point de vue de la traduction n'étaient pas vraiment des difficultés linguistiques. Dans la mesure où on travaillait à quatre mains, si moi je ne comprends pas, je demande à Ryoko Sekiguchi, elle me répond, et plus de problème, quoi. Donc ce n'était pas des questions linguistiques. C'est vrai que j'ai tendance à traduire des expressions que je rencontre pour la première fois au premier degré. Et Ryoko m'a plusieurs fois corrigé en m'apprenant que telle expression était simplement une expression toute faite en japonais et qu'il n'était pas nécessaire de mettre en avant une traduction étymologique. Quand le sens d'une expression est banal, inutile de faire apparaître une fausse profondeur qui n'existe pas dans l'original. Donc, ce n'était pas des questions de langue essentiellement. La vraie difficulté venait du fait qu'entre le texte de Tanizaki et notre traduction, il y avait ce texte de Cipher qui était en quelque sorte plus grand que l'original. Et que donc, les grandes dynamiques, la rhétorique, le style, les structures organiques du sens du texte, n'allaient pas être lues pour elles-mêmes, mais dans leur rapport avec un texte fantôme, qui n'était pas celui que nous traduisions. Par exemple, la vision de l'esthétique japonaise de Tanizaki n'a rien à voir avec l'idée de sublime. Alors que le texte de Cipher, lui, d'une certaine façon, s'était donné pour objectif et avait extraordinairement bien réussi à atteindre cet objectif de définir l'esthétique japonaise comme dépassant les sommets de l'esthétique occidentale. Or, l'esthétique occidentale, depuis l'âge classique, sont mesurées dans leur rapport à la notion de sublime. Mais le fait d'ignorer toute allusion au sublime dans notre traduction conformément à l'original ne pouvait pas apparaître comme plus fidèle à l'original sans être d'abord lu comme un rabaissement de l'esthétique japonaise. Je vais prendre un exemple, vous allez comprendre. Quand un Gaulois dit à un autre Gaulois « ils sont fous ces Romains », ils rigolent tous les deux. Mais on ne le dit pas en face d'un Romain, c'est pas poli. Donc, quand Tanizaki dit en japonais « Hotel no seiyo benzo de steam no shike ga shitekuru nado wa makoto ni iya na mono de aru », il le dit à un lecteur japonais, et tous les deux sourient gentiment parce que ça ne porte pas à conséquence, et que tous les deux ont l'expérience des hôtels avec des toilettes modernes, et ils peuvent comparer avec les hôtels traditionnels japonais. J'ouvre une parenthèse d'ailleurs. Vous avez remarqué ? En 1933, Tanizaki, il va dans les temples à Kyoto pour les trouver, ces toilettes traditionnelles. C'est ce qu'il dit. C'est étrange, non ? Moi, personnellement, j'étais à Tokyo en 1991, dans un appartement bon marché pour étudiants. Et j'en avais, moi, des toilettes traditionnelles. J'adorais ça. Alors, pourquoi Tanizaki dit qu'il va spécialement dans les temples à Kyoto pour goûter le plaisir des vraies toilettes traditionnelles japonaises ? Réfléchissez bien à ça. On ferme la parenthèse ici. Donc, en fait, le problème, c'est que dans la traduction, il fallait le dire à un lecteur occidental. Et le lecteur occidental en question avait été mis en condition par Cipher et la tradition éditoriale et littéraire francophone vis-à-vis des écrivains et intellectuels japonais, depuis la traduction de Cipher. À savoir qu'un écrivain ou un intellectuel japonais, c'est nécessairement une sorte de maître zen qui doit être écouté en baissant la tête comme parole d'évangile. Alors moi, j'ai traduit « La chaleur moite du chauffage central des toilettes à l'occidental dans les hôtels est répugnante ». Mais finalement, peut-être que nous aurions dû traduire « Ils sont fous ces occidentaux, ils mettent le chauffage central dans les toilettes ». Vous voyez, ça aurait été plus proche du sens voulu par Tanizaki en fait. Et la réaction du lecteur francophone aurait peut-être été plus proche de celle du lecteur idéal de Tanizaki. J'ai été un peu trop timoré finalement. Ce sera le mot de la fin. Pour les personnes qui voudraient des détails plus techniques, on pourrait peut-être faire une deuxième vidéo sur la traduction de la première page. Ce serait l'occasion d'expliquer pourquoi il y a parfois 2 phrases dans louange là où il n'y en a qu'une dans éloge. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on se fera une joie d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, faites de belles lectures et à bientôt.